La mort fait partie de la vie. On est dans un monde où la mort est tabou et que plus on va démystifier ce problème, plus on va en parler de façon assez libre, eh bien mieux ça se passera. Notre mission chez Grand Mercredi, c'est d'accompagner les grands-parents dans leur quotidien et de déstigmatiser les sujets liés aux seniors. Pour ça, nous avons créé une émission dans laquelle nous invitons celles et ceux qui participent au monde du bien vieillir. Bonjour docteur, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans l'émission Intelligence Senior. Donc vous êtes médecin, spécialiste des soins palliatifs, un médecin généraliste, spécialiste des soins palliatifs. Vous avez écrit un ouvrage que je viens de terminer qui est absolument merveilleux et qu'on aimerait que toutes les familles puissent lire aujourd'hui, qui est Le Dernier Souffle aux éditions Gallimard. Et est-ce qu'on peut vous demander de nous raconter un petit morceau déjà de votre histoire et de comment est-ce que vous êtes arrivé à écrire ce livre ? Bonjour, merci de l'invitation. Un petit peu de mon histoire. En fait, j'avais un père, on est de Neuilly, Sainte-Croix de Neuilly, donc mon père Pierre Grange, donc il était très attaché dans l'éducation de ses enfants au souci de l'autre. Et nos vacances, par exemple, on les divisait en trois. Un temps pour la famille, un temps pour s'occuper des autres, et un temps où on pouvait faire ce qu'on voulait. Et donc j'ai eu cette culture de faire attention aux autres et aux plus fragiles. Voilà. Moi j'étais un médecin, donc j'étais très attiré par la réanimation, la médecine triomphante qui guérit. Réanimation, capitaine des pompiers, je suis parti à l'île de la Réunion dans un service de réanimation polyvalente. Je voulais faire de la réanimation. Et puis, la Réunion, les cocotiers, le Tiponche et tout ça, je suis parvenu passer mon examen à Bordeaux. Et donc, en rentrant, j'ai dû m'installer comme médecin généraliste, ou ma deuxième vie de médecin, médecin généraliste, médecin de campagne, prendre en charge donc les patients avec toute l'histoire familiale et confronté à la fin de vie. Et là, j'étais catastrophiquement nul. Je ne savais pas quoi dire, quoi faire, comment faire. Moi, la médecine, elle m'avait appris que, qu'il fallait guérir. On a formaté des médecins au guérir. Et quand on ne peut plus guérir, on est complètement démuni. Et là, j'étais démuni. Et tellement démuni que j'ai eu besoin de faire une formation. Et j'ai passé mon DU de soins palliatifs en 91-92, la deuxième année du premier DU de soins palliatifs. Donc, je faisais partie un petit peu des premiers. Et pour mieux accompagner ces personnes donc, en fin de vie que la médecine ne peut pas guérir. Et c'est une formation qui m'a complètement transformé, à la fois comme médecin et à la fois comme homme. Et donc j'ai eu à cœur de créer l'unité de soins palliatifs à l'hôpital de Houdan, dont j'ai été chef de service pendant un petit quart de siècle et j'ai accompagné plus de 4000 patients. Plus de 4000 patients. Et leurs familles. Et leurs familles, parce qu'on n'accompagne pas une personne sans accompagner la famille. Et quand j'ai créé cette unité, j'avais sous-estimé le temps qu'on passait auprès des proches. Et ça, c'est très, très, très important. Comment est-ce que vous décririez aujourd'hui, si on devait apporter une définition des soins palliatifs et d'une unité de soins palliatifs, comment est-ce que vous la décririez pour expliquer aux familles ce que c'est qu'une unité de soins palliatifs réellement? Alors, d'abord, on va parler de la démarche palliative. La démarche palliative, parce qu'on peut faire partout, à domicile, en EHPAD, dans les établissements médico-sociaux. Les soins palliatifs, c'est prendre en charge des personnes que la médecine ne peut plus guérir. C'est accepter aussi notre finalité et ne pas penser qu'on peut tout guérir. C'est faux. Et ce qui a conduit à un moment donné à l'acharnement thérapeutique, à faire des thérapeutiques inutiles, parce qu'on n'est pas dans cette réalité. Voilà, on pense qu'on est immortel. Donc Freud, il a dit, donc dans notre inconscient, on pense tous qu'on est immortel, mais nous allons tous mourir. Et je pense qu'il faut accepter cette finitude et faire en sorte que dans ce moment-là, où par la vieillesse, on arrive à ces derniers jours, ou par une maladie, eh bien, on fasse ce qui fait sens pour la personne, avec 3 besoins essentiels: ne pas souffrir, ne pas se sentir abandonné, ne pas abandonner la personne, et en effet, la 3e, c'est le sens. Et à partir du moment où on répond à ces 3 besoins, les personnes, ils ne demandent plus de mourir. C'est-à-dire que
pourquoi on évolue vers maintenant cette demande sociétale d'aide active à mourir? C'est parce qu'on n'a pas fait le job. C'est-à-dire qu'il y a trop de personnes qui sont décédées dans des conditions inacceptables. Et qui ont demandé à mourir, justement. Et c'est ce que vous expliquez très bien dans votre livre. Vous dites, si on travaille de manière très précise tout le protocole de soins palliatifs, et vous l'expliquez extrêmement bien à la fin du livre, vous expliquez justement comment est-ce qu'on fait très précisément un soin, on apporte des soins palliatifs très précis, avec un ordre des choses, alors plus personne, quelque part, ne devrait avoir à demander l'euthanasie. Et donc on n'aurait pas ce débat autour de la fin de vie, Tout à fait. on aurait un débat autour des soins palliatifs. Oui, ça c'est la réalité. C'est-à-dire que oui, il y a des personnes qui, arrivant à l'unité de soins palliatifs, disent « Docteur, mais j'en peux plus, faites quelque chose, vous ne pouvez pas faire une petite piqûre ». Bien sûr, grand, je déconne pas. Voilà. Un des passages. Et alors, écoutez, non, ça, on ne fera pas. Et ça, c'est important d'avoir les règles, les repères. Hein. Mais si on ouvre ce repère, on n'a plus ce repère-là. Mais on va tout faire. Qu'est-ce qui ne va pas? Ben, j'ai des douleurs, ça. Ok, on va s'occuper des douleurs. Et puis, je suis envahi par la peur, par l'angoisse. Ok, on s'occupe. Et à partir du moment où on soulage les personnes, à la fois dans la douleur physique, mais aussi la souffrance psychique, sociale, voire spirituelle, les gens, ils ne nous demandent plus de mourir. Et on voit que ce débat, c'est davantage, quand on fait donc, ces enquêtes, c'est des bien portants qui répondent, où 80% des Français sont pour, parce qu'ils se mettent dans la situation où un jour, mais nous, on a les personnes concernées par le sujet. Et eux, même si au départ, ils étaient dans cette demande, à partir du moment où ils sont soulagés, accompagnés, ils ne nous demandent plus de mourir. Ils nous demandent peut-être même un rap de vie. Parce que vous avez réussi à alléger la souffrance, à les accompagner physiquement et psychiquement. Entourer la famille, aussi que la famille soit présente, qu'ils soient accompagnés par leurs proches, et on vit des grands moments de vie. Et c'est vrai que la représentation des soins palliatifs, des mouroirs, je veux dire que la meilleure des choses, c'est aller voir et rentrer dans certaines unités de soins palliatifs et voir, voilà, c'est la vie. Bien sûr. Et je l'ai vécu personnellement avec mon père qui est mort aux soins palliatifs à Avignon. Et je me souviens d'un soulagement immense quand on est tous descendus, parce que là, c'était d'en bas, et on est descendus aux soins palliatifs pour les quelques derniers jours de mon père, dans un environnement calme, apaisé, tout le monde était serein, il y avait même de la joie. On a été pris en main par des personnes absolument formidables qui avaient les mots, qui avaient l'expérience et qui pouvaient nous parler de la douleur de la personne en question. Ça, c'est le message important à faire passer. Parce que ces lieux, c'est vraiment des lieux de vie. Et ce que vous dites, c'est le témoignage de très nombreuses familles. Moi, pour un de mes départs, le premier départ à la retraite, parce que j'en ai eu 3 et je vais bientôt en faire un 4e, ils m'ont offert tous les courriers des familles. Mais les courriers, c'est à pleurer tellement c'est beau. En réanimation, on sauvait des vies. Par exemple, un Guillain-Barré donc, qui récupère, il est arrivé mourant, on le sauve. Quelquefois, on avait à peine un merci. Là, on accompagne des personnes qui décèdent et on a des lettres de remerciement alors que la personne est décédée. Ça prouve bien que là, il y a une vraie réalité de ce que vous dites. C'est des grands moments de vie et des moments partagés en famille. Et un soulagement immense, alors qu'on a souvent, on arrive de mois ou voire d'années de souffrance et d'anxiété. Finalement, on arrive aux soins palliatifs et on a une espèce de compréhension, comme une bulle. Je me souviens, c'était voilà, cette espèce d'ambiance quelque part très très particulière qui est un soulagement immense pour tous les proches, ainsi que pour le malade. Mais cette image, ce n'est pas la représentation que la plupart des personnes ont. C'est des personnes qui ont vécu, comme vous, cette situation-là, et c'est pour ça que c'est important d'en parler ou de faire des reportages ou des vidéos dans ces unités de soins palliatifs pour montrer ce que sont vraiment les unités de soins palliatifs. Ça n'a rien d'un mouroir. Ça n'a rien d'un mouroir, et c'est d'ailleurs tout le contraire. Et en fait, comme ces endroits ont été fermés, alors il y a eu évidemment la crise de la Covid qui a fait que malheureusement les soins palliatifs en ont pris encore un coup de plus quelque part dans l'esprit des Français, mais les Français qui n'ont pas été aux soins palliatifs n'ont aucune idée effectivement qu'on est dans un univers presque merveilleux, parce qu'on respecte cette fin de vie de cette personne qui arrive pour finir les quelques derniers jours de sa vie. Et puis il y a toutes les transmissions. Ouais.
des choses qu'on peut-être on n'a jamais osé se dire, des papas je t'aime, des choses merveilleuses. À partir du moment où la personne est soulagée et plus confortable, eh bien, voilà, on peut dire des choses, on peut transmettre des choses. Et c'est très important. Alors dans votre livre, vous parlez des soins palliatifs à la maison. Aujourd'hui, on est toujours dans une dimension où les Français veulent mourir chez eux plutôt qu'à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on peut dire aux familles qui peuvent s'organiser ou qui veulent s'organiser pour avoir un soin palliatif à la maison pour un proche? Alors, pour les soins palliatifs à domicile, il y a le médecin référent, le médecin généraliste. Mais les médecins généralistes, il y en a peu qui sont vraiment formés aux soins palliatifs. Et donc il faut trouver quand même un médecin qui ait quand même la philosophie du soin palliatif, parce qu'il y a des médecins qui veulent continuer à faire, continuer à être dans le fer, à nourrir, des perfusions, bien sûr. nutrition artificielle, tout ça. Et là, c'est pas très compatible. Mais si le médecin généraliste est dans cette dynamique-là, pour mettre en place des soins palliatifs à domicile, ça va être compliqué. Par contre, il y en a qui adhèrent complètement à cette philosophie-là, et si il est un petit peu débordé, parce qu'en ce moment, on manque beaucoup de médecins généralistes, les soins palliatifs à domicile, c'est très chronophage, il y a besoin de soutien et d'aide. Donc, il y a des équipes mobiles de soins palliatifs qui peuvent se déplacer à domicile. Il y a aussi les HAD, les hospitalisations à domicile, qui viennent dans des prises en charge qui relèvent d'une certaine complexité ou technicité et qui ont un savoir-faire en soins palliatifs. Donc, soit le médecin est formé aux soins palliatifs. Avant, il y avait les réseaux de soins palliatifs qui pouvaient être un plus. Maintenant, c'est davantage des plateformes de coordination. Il y a les équipes mobiles de soins palliatifs maintenant peuvent se déplacer sur le domicile et il y a les HAD. Et puis, quand il y a des situations complexes à domicile, moi je conseille toujours des douleurs, tout ça, eh bien, des sessions courtes de répit en unité de soins palliatifs pour cadrer les symptômes et de revenir à domicile avec les bons traitements, avec les bonnes prises en charge. Donc on ferait un court séjour presque. Voilà. Pour faire le bilan et les doses de morphine, voir quels sont les symptômes inconfortables, donner les bons traitements et ensuite après le suivi. Les options de répit, nous on en a fait un certain nombre et ce qui permettait à la personne de respecter sa volonté de décéder chez lui, à domicile, entouré de ses proches. Alors, vous parlez, donc là on parle du domicile, on parlait avant des soins palliatifs dans les hôpitaux, et vous dites quand même le point commun de tout ça, c'est qu'il faut à un moment donné être capable de recueillir les volontés. Tout à fait. Et alors, recueillir les volontés, comment est-ce que, si on devait imaginer un protocole unique en France de recueil des volontés, où chacun des Français passerait par, où chacun des êtres humains passerait par cette case, ça pourrait être quoi? Alors, est-ce que vous avez rédigé vos directives anticipées? Oui, figurez-vous, rédigé parce que j'ai eu l'occasion, grâce à In Memory, qui était une entreprise dédiée aux pompes funèbres. Donc moi, je l'ai fait, alors que j'ai que 42 ans. Mais voilà, je propose... Avec Clémentine. Exactement, avec Clémentine. Exactement. Ok. Eh bien, c'est une très bonne chose. Et il y a plein de Français, et avant, vous n'aviez pas rédigé vos directives anticipées. Mais je suis sûr que vous connaissez l'affaire Vincent Lambert. Bien sûr. Et que jamais, peut-être, vous auriez souhaité vivre 7 ans, alors que là-haut, il n'y a plus de vie de relation, maintenu en vie artificiellement par une perfusion qui vous nourrit et qui vous hydrate. Alors que, bien sûr. Et donc, la médecine n'a pas vocation à faire suivre des personnes. Et donc, les directives anticipées, ça sert à ça. Ça sert à dire ce qu'on ne souhaiterait pas. C'est-à-dire que si je suis atteint d'une maladie grave incurable, je ne souhaite pas être maintenu en vie artificiellement. C'est-à-dire que si j'ai des problèmes respiratoires et que je suis dans la seule situation d'être atteint d'une maladie grave incurable, un cancer pulmonaire multimétastatique, une maladie Charcot, je ne souhaite pas, si j'ai des problèmes respiratoires, être trachéotomisé ou mis sous machine pour que la machine me fasse respirer. Si je ne peux pas manger par la bouche, je ne souhaite pas être nourri artificiellement par un tube qui
rentre dans mon estomac et qui me nourrit, ou par une perfusion. Voilà. On dit ce qu'on ne veut pas. Et ce qui est très important, parce que si à un moment donné, il nous arrive cette maladie, ou si par exemple quelque chose de plus brutal, en sortant d'ici, je fais un accident vasculaire avec une rupture d'anévrisme, bien sûr vous allez appeler le 15, j'espère, et que je vais me retrouver J'appelle un docteur. en réanimation, on va faire ce qu'il faut. Mais si au bout de 3 mois, 6 mois, avec les IRM de contrôle, là-haut, il n'y a plus de vie de relation, eh bien moi j'ai rédigé une directive anticipée pour dire je ne veux pas être maintenu en vie artificiellement. Et donc le médecin doit respecter, parce qu'avec la loi de 2005, on pouvait déjà rédiger ces directives anticipées, mais in fine, le médecin décidait. Alors que là, ces directives anticipées sont devenues opposables. Et ces directives anticipées, chacun peut les écrire de leurs mains. Il y a des modèles qui existent à l'HAS. Vous avez tapé HAS, Haute Autorité de Santé, directives anticipées. Il y a des modèles pour des personnes qui sont actuellement bien portantes, qui ne sont pas confrontées à la maladie grave. Et puis il y a un modèle pour des personnes qui sont déjà confrontées à la maladie grave. Et puis, on remplit ce document. On en donne un à une personne de confiance, qu'il est important aussi de nommer, et je vous expliquerai pourquoi après. Quand on va voir son médecin, on lui dit « Ah, docteur, j'ai rédigé mes directives anticipées, je vous en donne un modèle, et si vous êtes hospitalisé, vous donnez vos directives anticipées pour qu'elles soient dans votre dossier médical. » La personne de confiance, c'est une personne que l'on choisit. Si on n'est plus capable de dire ce que l'on souhaite, eh bien c'est la personne de confiance qui fera valoir aux médecins et aux équipes médicales ce que nous, on aura souhaité. Et c'est pour ça que si vous rédigez vos directives anticipées et que vous nommez une personne de confiance, il est important de dire à la personne de confiance « Voilà mes directives anticipées et je veux absolument que… Tu sois la personne qui les fasse appliquer. » Exactement. Très clair. Et c'est pour ça que dans le choix de la personne de confiance, il faut faire attention à choisir la personne qui sera la plus à même à respecter les directives anticipées, parce que nous, comme ça, on a eu des deuxièmes épouses ou des troisièmes épouses qui se sont beaucoup battues pour avoir enfin marié avec l'homme de leur vie, et puis qui voulaient, mais c'était impossible, il fallait qu'ils continuent à vivre, et je vois mal cette personne… étant capable de faire appliquer les… Voilà. Et donc c'est la personne qui sera la plus à même à faire appliquer. Et quelquefois, quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie qu'il s'en aille. Donc on n'est pas capable de faire appliquer les dernières… Et ça risque d'être plus difficile. Bien sûr. Donc il faut bien choisir sa personne de confiance. Oui, sa personne de confiance doit être objective, neutre, presque et celle qui sera le plus à même à dire « Oui, quoi qu'il m'en coûte, ou quoi que je pense, je respecterai tes directives anticipées et pas ce que je voudrais, moi, pour toi. » Très clair, très très intéressant. Donc, il faut évidemment encourager les familles à écrire, confier, transmettre. En sachant qu'il y a des personnes qui ne veulent pas se mettre dans cette perspective. C'est pas en rédigeant ces directives anticipées que ça va faire arriver la mort plus vite. Voilà. Ces directives anticipées, on peut les changer à tout moment. À n'importe quel moment. Donc voilà, et il n'y a pas de crainte à avoir. Si on fait un accident, un malaise, la première chose, c'est le 15, le SAMU, voilà. Et les directives anticipées, on les regarde dans un deuxième temps. Dans le premier temps, on fait ce qu'on doit faire. On fait ce qu'on doit faire. Mais alors, les directives anticipées, on les écrit de manière formelle sur un morceau de papier? On peut les écrire de façon formelle, informel, mais on peut suivre les modèles de l'HAS. On tape sur Internet directives anticipées, il y a le ministère de la Santé qu'on a écrit, il y a l'HAS qu'on a écrit, et puis on peut se faire aider aussi par un médecin, parce qu'il y a des choses qui sont importantes à savoir, c'est-à-dire on ne dit pas ce que l'on veut. On dit ce que l'on ne veut pas. Voilà.
je veux être transfusé, moi je veux qu'il y ait, moi j'aime bien l'Afrique, j'avais une maison au Sénégal, en Casamance, si je dis je veux retourner au Sénégal et puis qu'il y ait des gazelles et des vaïnés qui me fassent des massages 3 fois par jour, peut-être que je ne l'aurai pas. Donc voilà, c'est dire je veux des transfusions, non, mais on va transfuser s'il y a besoin d'être transfusé. On dit ce qu'on ne veut pas. Très clair, très intéressant de comprendre que finalement c'est assez simple, mais c'est assez méconnu quelque part. Oui. Personne. À la limite, on va chez son notaire, à la limite, on va. Oui. On devrait, de la même façon qu'à un moment donné, on va chez son notaire pour organiser une forme de transmission patrimoniale ou autre. On devrait être capable. Il y a ce côté des personnes qui ont peur d'eux, et paradoxalement, c'est la DMD qui a fait le plus progresser ces directives anticipées. Alors, dans votre livre, vous parlez de l'amalgame possible qu'il y a entre la sédation et l'euthanasie. Alors, je voudrais qu'on revienne là-dessus, parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement bien expliqué. Est-ce qu'on pourrait réexpliquer aux familles qu'est-ce que c'est que la sédation et en quoi la sédation n'a rien à voir avec l'euthanasie et pourquoi il ne faut surtout pas faire d'amalgame? Parce que je trouve que c'est dans cet endroit-là de votre livre où se joue quelque part cette subtilité, qui est immense, évidemment. Et si les Français comprennent ce que permet la sédation, alors je crois qu'on n'aura plus de débat sur l'euthanasie. Alors, d'abord, il faut définir l'euthanasie. L'euthanasie, c'est un acte délibéré de provoquer intentionnellement la mort d'un malade, c'est-à-dire en lui injectant ou lui faisant absorber un produit létal. Donc, il y a une intention de faire mourir. Voilà. La sédation, c'est si, à un moment donné, il y a une personne qui a une maladie grave, et si, malgré tous les thérapeutiques, il y a des souffrances qui sont réfractaires au traitement que je donne, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui, malgré toutes les doses que je peux lui donner, est très douloureux, qui, malgré tout ce que je peux faire, a des problèmes de respiration et qui risque d'étouffer, je ne vais pas le laisser mourir étouffé en pleine conscience, je ne vais pas le laisser avoir des douleurs épouvantables et je vais le mettre dans une sédation. C'est-à-dire que vous avez sûrement été opéré, non? Jamais? Oui, bien sûr. Oui. Eh bien, on ne vous a pas ouvert le ventre sans vous endormir. Exactement. Exactement. Et donc, dans ce moment de la vie, s'il y a des souffrances réfractaires, on met la personne dans un sommeil avec des doses justes et nécessaires à endormir. Et donc, la personne va mourir de sa maladie, mais ce n'est pas le sommeil qui le fera mourir, parce que les doses, c'est des doses adaptées pour avoir un sommeil. Je veux dire que les gens qui sont endormis pour se faire opérer, Dieu merci, ils se réveillent après. Donc, faire dormir, ce n'est pas faire mourir. Et donc, même un sommeil induit pharmacologiquement, voilà, si c'est des doses juste nécessaires à donner un sommeil, c'est pas ça qui fait mourir. Et dans les sédations, il y a plusieurs types de sédations. Il peut y avoir des sédations transitoires, il peut y avoir des sédations qui sont proportionnées, c'est-à-dire que au niveau de la profondeur, on peut d'emblée une sédation très profonde, ou on peut faire des sédations quand vous faites la sieste, s'il y a vos enfants qui passent ou vos petits-enfants, vous êtes réveillable au bruit. Donc c'est une sédation qui est modérée. Et donc la sédation, on peut la classer au niveau de la profondeur, une sédation où on est réveillable au moindre bruit, où on est réveillable vraiment à un bruit beaucoup plus intense, ou une sédation où on n'est plus réveillable au bruit, mais on est réveillable à une stimulation. Là, on pince, là, on se réveille. On voit bien qu'il peut y avoir des degrés de sédation plus ou moins profondes. Donc, on peut graduer la profondeur de la sédation. Et puis aussi, ce qui est important, c'est le consentement. C'est-à-dire que les sédations, on le fait avec le consentement de la personne. Et on voit bien qu'une sédation d'emblée profonde, maintenue jusqu'au décès, et sans l'accord du patient, ça n'a rien à voir avec une sédation transitoire de 3 jours, qui est proportionnée avec l'accord du malade. On voit bien qu'il y a plusieurs types de sédation. Mais la loi de 2016, la loi Claes-Leonetti, est allée jusqu'à la possibilité de sédation profonde continue jusqu'au décès. Et c'est celle-là où on dit, mais
finalement, avec l'euthanasie, c'est kiff-kiff bourricot, quoi. Eh bien non, parce que là, s'il reste une chose, c'est l'intentionnalité. Dans la sédation profonde, c'est-à-dire que je fais pratiquement une anesthésie générale pour que la personne, eh bien, elle est en train de mourir, et moi, mon souhait, c'est qu'elle ne vive pas ce moment-là comme un moment épouvantable. Et c'est curieux de voir que quand même, on a fait des progrès énormes dans le moment du passage accouchement sans douleur. Bien sûr. Hein, et que moi je dis je suis un accoucheur, mais un accoucheur de la vie à trépas. Et pourquoi on ne ferait pas des accouchements sans douleur dans ce moment de la fin de vie et laisser mourir des personnes dans des conditions inacceptables? Non, on peut aller jusqu'à la sédation profonde, hein, d'une anesthésie comme on fait des péridurales pour les femmes qui accouchent. Eh bien, on peut faire aussi pratiquement des anesthésies pour des personnes qui vont quitter la vie. Exactement, le parallèle est d'ailleurs tout à fait juste, parce qu'une péridurale, elle peut être micro-dosée, elle peut être très très dosée, et donc on voit bien qu'on pourrait tout à fait avoir ce même parallèle à la fin de vie. Mais c'était toujours la question qu'on se pose, nous, toujours chez Grand Mercredi, qui est pourquoi est-ce qu'à l'arrivée des enfants, tout est beau, tout est organisé, tout est merveilleux, tout est sur mesure, tout est joyeux, et pourquoi à la fin de vie, tout devient moche, rapide, pas sur mesure, pas dans le soin, pas dans le care. Et ça, c'est la vraie question. Eh ben, on a fait beaucoup de progrès justement pour les accouchements, mais on a encore beaucoup de progrès à faire. Et il y a Montaigne qui disait, si nous avons besoin d'une sage-femme pour nous mettre au monde, nous avons besoin d'hommes encore plus sages pour nous en sortir. Formidable. J'ai une dernière question, docteur. Vous dites on n'a pas assez de médecins, ça. On connaît tous notre problème tristement. Est-ce que vous pensez que tous les médecins devraient être formés, ou en tout cas une grande partie, aux soins palliatifs? Ça, c'est essentiel. C'est une catastrophe. On a formé trop de médecins à la technique, au guérir. Et d'ailleurs, la sélection, on a fait des médecins sélectionnés par les maths et les statistiques. Moi, je pense qu'on aurait fait sans doute de meilleurs médecins sélectionnés par les humanités, par la philosophie. Voilà, ça c'est une réflexion personnelle. La vie de la relation, le relationnel. Il y a des médecins qui sont vraiment des puits de science, mais techniquement, mais au niveau de la relation, ils sont catastrophiques. Et là, le côté relation, l'humanité, le respect, ça c'est très important. Et je pense qu'en effet, moi, dans mes études de médecine, bon, moi je suis quand même un vieux médecin, mais le mot mort n'a jamais été prononcé. C'est-à-dire qu'on a fabriqué des médecins pour soigner, pour guérir. Pour guérir. Et on voit bien que les soignants, les infirmières, les aides-soignantes, sont davantage dans le care, dans le prendre soin. Nous, on est dans le guérir. Et quand on ne peut plus guérir, eh bien, on le vit comme un échec. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de médecins qui sont en difficulté par rapport à ça. Et il est totalement essentiel que tous les médecins soient formés. On a fait une enquête auprès des responsables de DU de soins palliatifs dans les différentes facs. Et c'était il y a 10-15 ans. Et on voyait que la formation aux soins palliatifs, ça allait de 0 heure sur 8 ans ou 10 ans de médecine à 15 jours. Comment voulez-vous former des médecins aux soins palliatifs? Donc la formation est essentielle. Il faut former tous les médecins. Et même, alors on dirait, ben oui, ça c'est la formation initiale. Bien sûr, il faut commencer dans la formation initiale des médecins. Après, il y a la formation continue, la FMC. Mais dans la FMC, sur je sais pas combien de généralistes, il n'y en a que 3% qui choisissent le thème des soins palliatifs. Il faut former tous les médecins. Il faut qu'elle soit obligatoire parce que tous les médecins seront confrontés un jour à la fin de vie, et il faut savoir comment utiliser morphinique, comment soulager les personnes, comment utiliser les anxiolytiques, les sédatifs, pour qu'on ait des fins de vie apaisées. D'autant qu'on a une transition démographique qui est telle qu'on a de plus en plus de personnes âgées, donc on sait évidemment tous que ça va être un passage obligatoire, puisque tout le monde ne pourra pas mourir chez soi, les gens mourront évidemment naturellement plus en hôpitaux. Donc on va avoir quelque part cette urgence à ce que les médecins soient formés aux soins palliatifs. Très intéressant. Et alors, j'avais dit que j'aurais une dernière question, mais chaque fois ce sera une dernière, promis. Vous avez donc une histoire de famille avec une histoire de transmission, puisque votre fils, Victor, a fait ce documentaire Vivant au pluriel. Vivant au pluriel. Donc c'est 1 heure approximative à oui. regarder. On peut regarder encore sur Public Sénat. Ouais.
Jusqu'à la fin de l'année. En replay, Ouais, jusqu'à ouais. la fin de l'année. Et c'était un merveilleux documentaire. Il était en immersion dans le service pendant 2 ans. Il n'a pris sa caméra que les 6 derniers mois. Il a suivi 3 patients. Et ces histoires sont articulées avec un peu notre histoire familiale, puisque nous avons perdu un enfant de mort subite du Nové à 28 jours, qui s'appelait Augustin et qui est sans doute un petit peu à l'origine de ma vocation dans les soins palliatifs. Quelque part, j'ai voulu redonner ce que j'ai reçu au moment où j'avais accompagné le petit Augustin pour l'autopsie à Clamart par une équipe qui était à la fois très compétente, mais surtout qui était très humaine et très bienveillante. Et dans ces moments-là, on a besoin de médecins et de soignants. Et quelque part, finalement, on en parlait tout à l'heure, vous disiez, au travers de ce drame que vous avez vécu en famille, vous avez eu envie de réussir à transmettre aux plus jeunes et à parler de la mort de manière aussi, quelque part, simple qu'elle peut apparaître, c'est-à-dire aussi subite ou aussi simple qu'elle puisse tout à coup survenir. Et vous disiez que finalement, emmener des petits-enfants devant une tombe ou emmener des enfants devant une tombe et raconter l'histoire de quelqu'un qui est parti ou qui est juste au-dessus, c'est quelque chose qui doit faire presque partie de notre quotidien et de notre vie de famille. Comme vous parlez de resociabiliser la mort dans votre livre, qui est un terme très fort qu'on a tous retenu. Oui, je crois que c'est important, ça fera peut-être l'occasion d'une deuxième émission, mais en tous les cas, la transmission c'est important. Mettre les enfants de côté comme on a l'habitude, soi-disant pour les protéger, ça c'est un non-sens. Il ne faut pas imposer les enfants à aller embrasser la grand-mère avec ce contact de froid glacé où il y a des personnes et des enfants qui, dans leur vie, ne se remettront pas d'avoir été obligés. Et de la même façon, il y a des petites filles et des petits garçons qui feront encore qui ne se remettront pas d'avoir été écartés de la cérémonie religieuse, de ne pas avoir pu dire au revoir à leur grand-père ou leur grand-mère, qui était la personne la plus importante de leur vie. Il y avait une relation qui s'était créée. Donc il ne s'agit pas d'imposer, mais il s'agit d'être suffisamment à l'écoute de l'enfant pour savoir ce qui est important pour lui, et sûrement pas de l'écarter. C'est des grands moments, et en effet, dans le documentaire Vivant, il y a la séquence du cimetière, qui est une séquence super de transmission, transgénérationnelle. Voilà, la mort fait partie de la vie, et je pense que on est dans un monde où la mort est tabou, et que plus on va, démystifier ce problème, plus on va en parler de façon assez libre, eh bien mieux ça se passera. La mort, c'est, voilà, on fait passer les corbillards avant, il y avait les catafalques, on se signait, voilà, il y avait des traces. Maintenant, on a perdu nos rites, nos rituels, la mort est complètement occultée. Alors, je dis, la mort, on la voit partout à la télévision, mais ça c'est la mort du grand nombre, c'est la guerre, c'est les attentats et tout ça. Mais la mort singulière, la mort de moi ou la mort de toi, ça elle ne se voit pas, elle ne se parle pas, elle ne se dit pas. Et ça c'est dramatique. Et c'est d'ailleurs le message très fort de votre livre. Et resocialiser la mort, c'est être capable d'en reparler en famille, d'en reparler entre nous, et d'être capable de la regarder quelque part. Ce qu'on a peu fait. Merci beaucoup, docteur, d'être venu dans notre émission aujourd'hui et d'avoir passé ce moment avec nous. C'est un plaisir. Et à bientôt.